Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons avoir un nouvel épisode et j'ai choisi la thématique du sauveur. Le syndrome du sauveur, c'est quelque chose quand même de très connu, de très courant. Et j'ai voulu en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est non seulement quelque chose qui m'a concerné moi-même pendant très très longtemps, et c'est quelque chose qui concerne très très fréquemment mes clients, les clients qui viennent me voir en coaching, en cabinet. Donc voilà. Je voulais t'en parler aujourd'hui pour aller voir qu'est-ce qui se cache derrière le syndrome du sauveur. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qui as-tu vraiment, qui as-tu réellement envie de sauver? C'est ce qu'on va aller voir dans l'épisode du jour. Je vais te raconter l'histoire de la majorité de mes clientes. Je parle au féminin parce que je reçois des hommes, mais c'est très rare. On va dire que 98% de ma clientèle est féminine. J'aimerais voir de plus en plus d'hommes en thérapie, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas avec moi. Donc, la majorité de mes clientes, voici leur histoire. J'étais moi-même comme ça. Ma cliente va tout le temps vouloir aider tout le monde, même si personne ne lui a rien demandé. Ma cliente va toujours être là pour les autres, mais jamais être là pour elle. Elle va chercher à tout prix à résoudre le problème de tout le monde, comme si c'était de sa responsabilité. Elle va culpabiliser si l'autre se sent mal et va tout faire pour le rendre heureux, pour apaiser son agacement, sa tristesse, sa colère, etc. Elle va être sur tous les fronts et va toujours être là quand il y a une urgence. Tu sais, la personne qu'on appelle quand il y a un problème et parfois qu'on appelle jamais quand tout va bien. Ma cliente, elle va faire bien plus que ce qu'on lui demande ou qu'elle est capable de faire. Toujours plus, et sans même se rendre compte. Son corps physique lui enverra plein de signaux. Son corps dira non à sa place parce que elle n'osera pas dire non. Ma cliente va être la thérapeute de son mari, de ses proches. Elle va être en couple avec une personne dépressive ou avec un passif très compliqué. C'est comme ça qu'elle se sentira utile. D'ailleurs, la majorité de ses amis sont comme ça aussi. Ma cliente va donner et ne jamais recevoir autant. Pourtant, à l'intérieur d'elle, elle voudrait, mais ce n'est pas la réalité pour elle. Inconsciemment, elle espère peut-être que des personnes lui donnent autant, mais pas du tout. Elle continue alors de donner encore plus, pensant qu'elle fait mal les choses ou pas suffisamment, et elle en paie le prix de différentes manières. Saute d'humeur, colère, anxiété, burn-out, émotions incontrôlables, maladies, etc., etc. Ma cliente est l'archétype du syndrome du sauveur, celui qui veut sauver les autres à ses propres dépens. Et il ne se rend même pas compte de ça pour la plupart du temps. Si tu es thérapeute, assistante sociale, infirmière, médecin, etc., etc., tu te reconnaîtras peut-être un peu dans cette description. Le sauveur va chercher à sauver l'autre, coûte que coûte, et ça va lui coûter un jour ou l'autre. Le sauveur ne va souvent même pas se rendre compte de ce sentiment limite d'urgence qui va le pousser à agir. Quand je reçois une personne avec ces caractéristiques-là, je vais toujours chercher avec elle non seulement l'origine de ce syndrome, qui remonte la plupart du temps à l'enfance, parfois même au prénatal, et bien sûr il y a du transgénérationnel aussi, mais je lui fais ramener à la conscience que son envie de sauver n'est pas simplement de la gentillesse désintéressée. Tout cela est très inconscient, bien sûr, hein. Ma cliente, ce que je cherche à voir avec elle, c'est qui cherche-t-elle à sauver réellement? Et qu'est-ce qui se passe derrière cette envie impérieuse d'aider? Et c'est ce que je te demande aujourd'hui, à toi-même. Si tu te reconnais dans ce syndrome-là, qui as-tu réellement envie de sauver? Est-ce que tu aides pour inconsciemment te faire aider toi-même? Est-ce que tu aides pour que secrètement quelqu'un vienne au secours de la partie blessée, souffrante à l'intérieur de toi? Est-ce que tu aides pour cicatriser le manque d'amour et le manque d'aide que tu n'as pas reçu enfant? Je vais te donner un exemple concret. Un avocat qui a subi des abus enfants fera peut-être plus tard du pénal pour défendre les enfants victimes d'abus. Est-ce que tu arrives à voir un petit peu le mécanisme qui se joue, le schéma qui se joue? Une personne neuroatypique ayant vécu de l'humiliation enfant pourrait se retrouver à accompagner les élèves un jour
pour être cette figure d'adulte sécurisant, aimant, présent qu'elle n'a pas eu enfant. Elle va réparer comme ça, en fait, son trauma. La personne va aider et elle pense peut-être aussi qu'elle ne peut pas être aimée si elle n'est pas utile. Encore une fois, ce sont des mécanismes inconscients. Je ne suis pas aimée si je ne suis pas utile. En dehors de ce que je peux apporter aux gens, ben, ils ne m'aiment pas. Ça va bien au-delà de la croyance limitante. Là, pour moi, on n'est pas dans de la croyance limitante, qui pour moi est bien plus simple qu'un mécanisme de survie qui est profondément engrammé dans la personne. Être aimé pour son utilité, c'est quelque chose que je vois très, très, très fréquemment. C'est quelque chose que j'ai connu aussi toute ma vie. C'est vraiment tatoué à l'intérieur de soi. C'est un coping mechanism, c'est une réponse traumatique aussi parfois. J'ai souvent ce cas avec les clientes, comme je t'expliquais, des clientes qui n'ont pas été désirées, par exemple, qui viennent après de très longues années d'attente, qui viennent après une fausse couche, un avortement, une IMG, interruption médicale de la grossesse, etc., etc. Ces personnes-là, donc ces clientes-là, vont se plier en mille pour indirectement montrer aux parents, à un ou aux deux parents, qu'ils peuvent être aimés, que le parent a bien fait de garder l'enfant. Et cet enfant-là, qui deviendra un jour un adulte, se doit d'être utile. Ou sinon, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté prendra bien, bien, bien trop de place. Merci papa, maman de m'avoir gardé et de ne pas avoir avorté et arrêté la grossesse. Je vais vous prouver que vous avez fait la meilleure des décisions. Je ferme la parenthèse. D'ailleurs, il n'y a pas d'importance à ce que tout ça va coûter à la personne, à ma cliente. Tant que cette personne, tant que la personne en face est contente. En fait, réellement, c'est la seule chose qui importe. C'est parfois une question de vie ou de mort pour la personne. Si la personne qui est dans ce syndrome du sauveur sent que l'autre personne la rejette ou perçoit du rejet alors que ce n'est même pas la réalité, et c'est très très souvent le cas d'ailleurs, je perçois que tu me rejettes, je perçois que tu me juges alors que la personne en face n'a ni jugé ni rejeté la personne, donc c'est sa perception. Donc, cette personne-là, avec le syndrome du sauveur, pourrait avoir tendance à en faire bien trop pour être sûre de garantir l'amour de la personne en face. Et au-delà d'en faire trop, elle va chercher à faire du fawning, elle va chercher à caresser dans le sens du poil la personne, elle va lui faire des compliments, ce genre de choses, alors qu'en fait, on est dans la pure réaction traumatique. C'est super de vouloir aider l'autre. Attention, hein. Je suis la première à dire que c'est très important d'aider l'autre et que malheureusement, le monde actuel, je trouve, aide de moins en moins. OK? Mais n'oubliez pas deux choses pour moi. N'oubliez pas le libre arbitre de l'autre, déjà de un. Si la personne en face ne t'a pas demandé de l'aide, pourquoi venir en urgence la sauver? Bien entendu, si c'est un enfant qui a besoin d'aide, un enfant qui n'est pas capable de dire aide-moi, j'ai besoin de ton aide, bah là, tu vas l'aider quand même, hein. Bien sûr, apporter de la nuance à mes propos, bien sûr, s'il vous plaît, et adapter à la situation. Pareil si c'est une personne en situation de vulnérabilité, avec un handicap mental ou physique, par exemple, hein. Il n'y a pas d'obligation aussi, même si tu fais une promesse. Ça, c'est quelque chose que je répète très, très fréquemment à mes clients et que je me répète aussi parfois encore. Tout comme un chirurgien ou n'importe quel médecin d'ailleurs n'a pas d'obligation de résultat, mais a une obligation de moyens, bah, c'est un peu la même chose pour toi. Et encore, bien entendu, si la personne le demande et que tu dis OK, parce que c'est réellement OK pour toi. Tu n'as pas une obligation de résultat. Tu peux promettre la lune, mais ne pas être capable d'obtenir la lune. Et ça, c'est complètement OK. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça ne veut pas dire qu'il y a besoin de culpabiliser. Ça veut dire que ben, tu es un être humain. Et comme tout être humain qui se respecte, ben, tu es faillible et tu as des problématiques, tu as des paramètres que tu ne contrôles pas, etc., etc. Pourquoi est-ce que tu veux absolument résoudre les problèmes des autres? Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi tu veux absolument que l'autre s'en sorte? Qu'est-ce que ça te fait de voir une personne que tu aimes ne pas vouloir être sauvée? Je vais te donner un exemple précis.
Tu es par exemple un naturopathe, admettons, qui plus est hypersensible. Allez, ton parent a des problèmes de santé, mange très très mal. Il a des problèmes, je ne sais pas, au cœur, et il mange vraiment très très mal. Tu as beau lui donner des conseils, tu as beau lui montrer des études scientifiques, lui expliquer les choses, rien ne se passe. Il n'a pas envie. Ça a pour conséquence de déséquilibrer la relation, de créer des tensions entre vous et énormément d'émotions, comme par exemple de la frustration, de la colère, une difficulté à lâcher prise. Alors ma question c'est, qu'est-ce que ça te fait qu'une personne que tu aimes ne t'écoute pas? Qu'est-ce que ça te fait? Que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait que cette personne ne t'écoute pas? Que cette personne ne souhaite pas aller mieux? Qu'est-ce que ça te fait que la personne prenne la responsabilité de ne pas être responsable? De quoi tu te protèges vraiment en cherchant absolument à l'aider, alors que cette personne-là ne veut pas? Je sais qu'il y a de l'amour et je sais que, comme tout être normal, tu as envie que la personne que tu aimes aille mieux. Claire. Mais parfois, cette personne-là, elle ne veut pas. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de contrôler? Et qu'est-ce qui t'empêche réellement de lâcher prise? Je dis pas que lâcher prise, c'est OK, c'est facile, que du jour au lendemain, tu peux dire, bon, bah OK, tu as des problèmes cardiaques, bon, bah c'est pas grave, ne mange pas bien. Et que c'est OK, du jour au lendemain, tu vas lâcher prise. C'est pas ce que je dis. Mais à un moment, quand tu insistes, tu insistes, tu insistes, et que en face, bah ça répond pas, bah en fait, ça en devient vital pour toi de pouvoir lâcher prise. Quelle partie en toi tu cherches à sauver au final? Et je parle bien de partie. Quelle partie de toi tu ne souhaites pas avoir, ou tu ne souhaites pas avoir, pardon. Et donc tu te focalises sur l'autre pour éviter de te regarder en face. Parce que ça crée de l'inconfort de se voir réellement, de voir ces zones d'ombre, pour voir ces angles morts, pour voir les choses qui ne nous font pas plaisir, pour voir notre souffrance. C'est très, très inconfortable. De quelle émotion désagréable tu souhaites vraiment te protéger en voulant absolument sauver l'autre? Encore une fois, je répète, je ne suis pas en train de dire qu'aider l'autre, c'est mal. Pas du tout. Au contraire, aider l'autre, c'est être un être humain bienveillant au final. Moi, je te parle bien de l'aide en excès, toujours sans qu'on me demande quoi que ce soit. Parfois même, j'oblige les gens à les aider, même s'ils ne veulent pas. Et j'insiste vraiment. Je te propose juste de voir en fait de quel espace ça part. Et te demander, est-ce que cela te coûte? Est-ce que ça te demande un sacrifice ou pas? Est-ce qu'il y a une tentative quelconque d'esquiver ta propre guérison, ta propre ombre, ta propre souffrance, ton propre inconfort? Et de te poser la question de pourquoi je m'oublie dans l'histoire? Pourquoi l'autre est plus important que moi? Quel mécanisme de survie t'oblige à t'oublier, à t'abandonner et à faire passer l'autre avant toi? La partie de soi qui a envie d'être sauvée, c'est très 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 souvent l'enfant intérieur. Un enfant est vulnérable si aucun adulte n'est venu le secourir. Il s'est probablement senti abandonné, pas aimé, etc., etc. Je suis tellement nulle que personne ne voit que j'existe. Je suis tellement nulle que tout le monde m'abandonne. Au final, je ne sers à rien. Alors inconsciemment, cet enfant-là, petit à petit, va s'abandonner lui-même pour leur donner raison. Parce qu'il s'est structuré avec tout ça. Parfois, le syndrome du sauveur va se manifester chez la mère aussi qui étouffe ses enfants et qui, par amour, va au final leur causer du tort. Elle ne saura pas qui elle est en dehors de ce rôle de mère ultra méga présente. Peut-être que tu es cette mère-là d'ailleurs parfois. Ma question c'est, et ça va bien sûr au-delà du rôle de parent, mère ou père, hein, qui es-tu au-delà de ton rôle de sauveur? Qui es-tu au-delà de ton rôle de mère ou de père? Ou thérapeute? Qui es-tu en dehors de ton rôle de thérapeute? Qui es-tu au-delà de ton utilité pour les autres? C'est une question qui peut sembler banale, mais qui m'a fait bugger et qui fait très souvent bugger mes clients. Qui ne t'a pas fait sentir important quand tu ne lui apportais pas quelque chose, quand tu n'étais pas utile pour lui? Probablement un de tes parents quand tu étais enfant. Ok?
Tu n'es pas le protagoniste de l'histoire. Coucou le chat. Parce que tu ne te sens pas vu, tu ne te sens pas aimé à la maison, alors tu endosses le masque de super-héros. Une autre dimension au syndrome du sauveur, c'est la peur du vide, la peur du néant, voire même la peur de la mort. Si je reviens à l'exemple de ce parent qui est malade mais qui ne veut pas écouter tes conseils de naturopathe pour guérir, peut-être que ça l'angoisse d'être confronté au néant, que ça t'angoisse aussi d'être confronté au néant. Mon parent ne m'écoute pas. Je n'existe pas. Le vide s'installe. Ça m'angoisse. Je suis angoissée. J'ai peur de la mort. J'ai peur de le perdre. J'ai peur d'être abandonnée. Je suis terrifiée de devoir y faire face. Une personne qui n'a pas peur du vide se détachera plus simplement. Je dis pas que ça sera OK et facile de se détacher. Et il y aura probablement... euh, on reste humain, donc tu pourras peut-être jamais complètement te détacher si c'est quelqu'un que tu aimes vraiment. Donc, tu pourras peut-être pas à 100% te détacher, mais ça ne te coûtera plus, en tout cas, autant de ne pas te détacher. Ce qui est fou, c'est que souvent, quand je travaille avec mes clients sur ce syndrome du sauveur, ça arrive parfois qu'ils veulent changer de métier. L'infirmière qui ne veut plus être infirmière, la sage-femme qui ne veut plus être sage-femme, l'assistante sociale qui veut faire autre chose qu'assistante sociale. Ou bien ces clients-là veulent faire leur métier de manière différente. Donc, ils se restructurent différemment, il y a différentes stratégies, ils attirent des clients différents. Parfois, même quand mon client guérit, avance très bien dans la guérison, cela peut même créer des tensions dans le couple. Je l'ai vu plusieurs fois. Le partenaire ayant lui-même probablement un syndrome du sauveur, si par exemple ma cliente est dans dépression, en burn-out, a une maladie ou autre, et que son compagnon, sa compagne s'est toujours occupée de lui ou d'elle, eh ben, ça pourra créer des tensions si la personne va mieux, parce que le compagnon n'aura plus à sauver mon client, ma cliente guérie, et ne saura plus comment se situer dans le couple. Donc, il y aura une nouvelle dynamique dans le couple, voilà, un nouvel équilibre à trouver entre eux. Donc, idéalement, je recommande que les personnes fassent de la thérapie ensemble si c'est possible. Parfois même, j'accueille des couples aussi en cabinet pour qu'ils fassent pour que je puisse les accompagner à deux et justement avancer sur ces dynamiques-là. OK? Plus on avance et plus on guérit. Plus les relations changent, se réajustent, s'équilibrent, ou parfois s'arrêtent, pardon. C'est la vie. Plus je chemine moi-même et plus j'ai une assise différente dans mon boulot et moi j'ai envie de sauver mes clients. Même si j'ai une volonté profonde de les accompagner, de les voir s'épanouir, de les voir s'envoler de leurs propres ailes. OK? Donc, retiens ça. Retiens que derrière ce syndrome du sauveur, il y a probablement une ou plusieurs parties de toi qui sont blessées, qui recherchent de l'amour, qui ont peur du rejet, qui ont envie d'être sauvés, qui veulent réparer des traumatismes du passé. Donc si c'est ton enfant intérieur qui n'a pas été sauvé et qui cherche à être sauvé en sauvant l'autre, inconsciemment, il y a un truc qui se passe de je te sauve. J'ai pas envie de te dire que moi j'ai besoin d'être sauvé, mais en te sauvant, peut-être que toi tu vas te rendre compte que j'ai besoin d'être sauvé, tu vas venir me sauver. Et ben non, ça se passe pas comme ça. Et du coup, je continue, j'en donne plus. Et en fait, c'est juste la souffrance de l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de toi, qui juste cherche à hurler sa douleur, à hurler son trauma, à hurler sa souffrance pour que l'autre le voie. Mais en fait, bah, si c'est ton enfant intérieur, le reparentage va devenir ce sauveur pour ton enfant intérieur. Et une fois que tu deviendras ce sauveur, cette sauveuse, tu attendras d'attendre de l'autre au point où ça te coûte. Et tu verras les choses différemment et tu replaceras l'église au milieu du village et tu reverras tes priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire chez moi? J'ai envie d'aider l'autre, mais d'où ça part? Est-ce que c'est une volonté, c'est de la gentillesse désintéressée, ou est-ce que c'est la partie souffrante en moi qui recherche l'approbation de l'autre, qui recherche euh, à réparer quelque chose hein, qui doit venir de moi? J'attends de l'extérieur une réparation qui doit venir de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est très important
d'être accompagné dans ce processus-là. Moi, j'accompagne énormément en coaching sur ça. Donc, dans le coaching, il y a à la fois ma casquette de coach, ma casquette aussi de psychotraumatologue. Je suis praticienne aussi en psychogénéalogie. Donc, j'ai une vision 360 degrés depuis 10 ans maintenant. Et le but, c'est d'aller voir tous les angles morts et toutes les origines de tout ça pour comprendre d'où vient ce syndrome et pour comprendre comment ben, en venir à bout petit à petit. Est-ce qu'on peut venir à bout à 100% de ce syndrome-là? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut avancer très très bien sans que ce syndrome-là il nous pourrisse la vie, qui pourrisse nos relations ou qui déséquilibre les relations. Je te propose de faire soit un coaching avec moi, soit de commencer par le soul healing, qui est un nettoyage karmique, où j'effectuerai effectivement le nettoyage énergétique, le nettoyage karmique et cellulaire qui me prend à peu près 4 heures. Et en plus, on aura une séance de 2 heures pour approfondir tout ça et faire une espèce d'audit de toutes les problématiques. Et Dieu sait qu'il y en a parce que j'en vois un peu plus de 20 pages de compte rendu. Donc voilà, ça fait une grosse séance de prise de conscience et c'est très chouette. Si tu as des questions, n'hésite pas à me tenir au courant. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker cet épisode ou à me laisser un commentaire, à partager autour de toi et à noter ce podcast si c'est pas déjà fait. Je te remercie de ta présence et je te dis à très très vite.